Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 7h ici à Bamako, la même heure à Ségou et à Djidjeni. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Élection référendaire, les forces de défense et de sécurité étaient appelées hier aux urnes par anticipation. Une journée de vote qui s'est déroulée dans des conditions normales, nous confirme l'inspecteur général des armées, le général de brigade, Brahima Djabaté. Vous l'entendrez au début de cette édition. Les regards sont tournés vers la région de Ségou où une série d'activités est prévue pour demain mardi. On note le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Les détails à suivre avec le commissaire à la sécurité alimentaire, Ridouane Ag Mohamed Ali. Il était hier sur le plateau du journal de 20h. Dans le grand format de ce lundi, on parle de ceux qui ont du mal souvent à décrocher les appels téléphoniques, surtout quand il s'agit de numéros inconnus. Certains évoquent des raisons de sécurité ou de protection pour justifier ce comportement. Mais le refus de répondre à un appel peut faire perdre parfois des opportunités, des cas dans ce grand format en rediffusion. Et en fin de journal, nous serons avec Fotiki Tunkara pour nous développer l'actualité sportive. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-6. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. À l'occasion du vote référendaire, les forces de défense et de sécurité qui s'est déroulé hier, l'inspecteur général des armées, accompagné du chef d'état-major général adjoint des armées, a sillonné quelques centres de vote des militaires de Bamako et de Kati pour voir les conditions, l'atmosphère et la mobilisation des femmes. Le constat a été satisfaisant et tout s'est bien passé au dire du général de brigade Brahima Djabaté, inspecteur général des armées. Il l'a dit au micro de notre reporter Suleiman Sidibé. Le conseil général sait que les militaires se sont mobilisés. Nous avons observé la bonne organisation de ce scrutin qui est une première au Mali, que les militaires, les porteurs d'uniforme votent par anticipation. Et je tiens, au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, à féliciter le commandement militaire, commencer par le premier chef militaire qui est le chef d'état-major général des armées, dont l'adjoint est avec moi dans cette mission, et remercier tous les chefs d'état-major et directeurs de services et tous les chefs militaires qui sont impliqués dans cette organisation pour la parfaite mobilisation des militaires, pour l'organisation et la discipline et le calme qui a régné tout le long de ça. Donc nous avons vraiment observé quelque chose et nous demanderons à la population civile d'emboîter le pas des militaires de faire la même mobilisation le 18, c'est-à-dire le dimanche prochain, pour qu'il y ait un vote réussi et que tout le Mali et tout le monde entier comprennent que le Mali, les choses changent et nous sommes vraiment pour le changement constitutionnel. Voilà, à l'instant, le général de brigade Brahima Djabaté, inspecteur général des armées, il répondait aux questions de Suleiman Sidibé. Justice sociale pour tous, éliminant le travail des enfants. C'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée ce lundi 12 juin 2023. À cette occasion, le ministre en charge du travail, dans son message, souligne les avancées du Mali et les perspectives afin d'améliorer les conditions de vie des enfants. La synthèse du discours de Jawara Awapoul Diallo, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, au micro de Awa dite Makamara. Plus de la moitié de la population malienne a moins de 18 ans selon les statistiques du département en charge du travail. Les enfants constituent à cet effet un vivier important dans la construction du Mali. Mais hélas, la plupart de ces enfants travaillent sur des sites d'orpaillage. On les retrouve dans les champs, bref, ils subissent toutes sortes d'abus. La problématique préoccupe les autorités. Jawara Awapoul Diallo, ministre en charge du travail. Les estimations mondiales du travail des enfants, comme le rapporte l'OIT, au début de l'année 2020, étaient de 160 millions d'enfants, soit 97 millions de garçons et 63 millions de filles engagées dans le travail infantile. Sur ces 160 millions d'enfants, 79 millions d'enfants étaient engagés dans un travail dangereux.
Au Mali, selon les résultats de l'enquête EMOP de l'INSTAT, rendue en 2022, le travail précoce des enfants concerne un quart des enfants âgés de 5 à 11 ans. Il augmente avec l'âge et touche davantage les garçons que les filles. C'est un phénomène principalement rural. Les enfants sont près de 2,5 fois plus exposés dans les contrées rurales, avec 85,6% que dans les villes maliennes. Pour lutter contre le travail des enfants, le Mali a entrepris plusieurs actions sur le plan institutionnel, législatif et juridique. L'événement est célébré cette année autour du thème « Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants ». Diawara Awapoul Diallo, ministre en charge du travail. La justice sociale est un concept qui vise à établir une société plus équitable et plus juste. C'est dans ce cadre que d'importantes mesures institutionnelles et législatives ont été prises pour soutenir les actions entreprises, au nombre desquelles la création d'une cellule nationale de lutte contre le travail des enfants en 2010 et l'adoption en janvier 2023 des nouveaux plans d'action nationale pour l'élimination du travail des enfants au Mali, communément appelé PANETEM, couvrant la période 2023-2027 pour un coût total d'environ 6 milliards de francs CFA. Le travail des enfants est un combat de longue haleine. Toutefois, les autorités entendent mettre fin aux plus dangereuses formes du travail des enfants d'ici à 2030. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, procédera demain mardi à Ségou au lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Un événement couplé cette année au lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Banankoro-Djoro et au redémarrage des activités de production de la Comatex SA. Pour parler de ces activités, le commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Ag Mohamed Ali était l'invité du journal de 20h sur ORTM. Pour plus de détails, écoutons-les. Il répond aux questions d'Ibrahima Traoré. La visite présidentielle à Ségou apporte beaucoup d'espoir aux populations de Ségou, avec le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire toute l'année 2023 et la reprise des activités de la Comatex et le lancement des travaux de la route Banankoro-Djoro. Toutes ces actions sont liées parce qu'on sait que la réalisation des infrastructures ou l'amélioration de la qualité des infrastructures routières améliore aussi l'accessibilité physique et économique des denrées alimentaires partout. Et aussi, on sait que notre Comatex aussi va considérablement améliorer les conditions de vie des centaines d'employés qui sont au chômage technique depuis quelques années. Le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire au de l'année 2023 s'articule autour de deux axes principaux. Premièrement, il s'agit d'apporter de l'aide d'urgence, une assistance alimentaire directe à des populations qui sont identifiées en crise alimentaire pendant la période de soudure, qui va de juin à septembre dans notre pays. Et dans un deuxième temps, aussi apporter un accompagnement pour améliorer leurs conditions de vie, renforcer leur capacité de résilience à l'insécurité alimentaire. L'État va distribuer directement sur l'ensemble du territoire plus de 30 000 tonnes de céréales pendant les mois de juin, juillet et août. Et le PAM va faire accompagner avec les transferts monétaires et des coupons électroniques, essentiellement des coupons alimentaires. Et quelle est la situation alimentaire réelle du pays au jour d'aujourd'hui? Les évaluations du système d'alerte précoce ici des deux sessions du cadre harmonisé, celle de novembre 2022 et la toute dernière de mars 2023, indiquent qu'en période de soudure, 1 246 000 de nos concitoyens seront en crise alimentaire et donc ont besoin d'assistance alimentaire directe. Et près de 4 millions ont besoin d'accompagnement dans le cadre du renforcement des moyens d'existence et le renforcement de leur résilience. De ces chiffres-là, qui, il faut les rappeler, est quand même en baisse de 30% par rapport à celui de l'année dernière, à cause essentiellement de deux facteurs. Le premier, c'est que la campagne agricole a été meilleure grâce à une pluviométrie abondante l'année dernière, et aussi l'effort de nos forces de défense et de sécurité, surtout dans les centres. On a vu que
le cercle de Nyono et une grande partie du cercle de Ségou étaient en phase de crise l'année dernière. Cette année, grâce à ces efforts-là, cette zone-là est sortie de la crise. Et la crise se concentre au niveau de la zone des 3 frontières, notamment le cercle de la région de Bandiagara, Douanza, Gao et Menaka. Alors nous apprenons également que le président de la transition a décidé cette année, et pour la première fois, de reconstituer le stock national de sécurité alimentaire à son niveau optimal, de même que le stock d'intervention de l'État. Est-ce un nouveau cap? Et c'est vrai que depuis 10 ans, ces stocks-là n'ont pas été reconstitués aux normes. Et cette année, c'est l'instruction du président de la transition, chef de l'État, un effort particulier de l'État a permis que ces stocks-là soient reconstitués. Et cette fois, ça sera perpétué chaque année. Voilà, à l'instant, Redouane Ag Mohamed Ali, le commissaire à la sécurité alimentaire. Son intervention portait sur le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et de la situation alimentaire du pays. Après quelques jours de discussions et de débats, le salon des médias a pris fin ce week-end à Bamako avec plusieurs thématiques, parmi lesquelles le thème rôle des médias dans la vulgarisation des assises nationales de la refondation. Il a été développé par Ibrahim Ikassa Maïga, le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Mohamed Kayantao. Sur les 10 panels prévus pour le salon des médias, 10 ont été tenus, parmi lesquels le rôle des médias dans la vulgarisation des assises nationales de la refondation ANR. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Les médias sont les meilleurs moyens de recentrer les Maliens autour de l'essentiel, mais aussi de donner un signal fort à l'extérieur, aux citoyens du monde, pour leur dire le Mali, ce n'est pas le Mali du désordre, ce n'est pas le Mali de la crise multidimensionnelle qui perdure pendant, mais c'est un Mali qui aujourd'hui se reprend, s'assume et a une vision à proposer et aux Maliens, mais aussi au reste de l'Afrique, au reste du monde, pour qu'on crée l'universel ensemble, en paix, dans un vivre ensemble, mais aussi pour un développement harmonieux, mais aussi l'épanouissement de tous et de chacun. Ce panel exposé par le ministre en charge de la refondation a réuni une 50aine de participants, dont des journalistes et communicants. L'insuffisance des services sociaux de base à Kidal, la mise en place d'un organe regroupant les 3 pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et l'indépendance de la justice à travers les réformes judiciaires sont entre autres des sujets abordés. Bassaro Aïdara, responsable de la communication du Salon des médias. Au-delà de l'information, un média a aussi un rôle de sensibiliser, de former ses auditeurs et ses téléspectateurs. L'objectif, c'est de pouvoir digitaliser l'information pour que chacun, où ce que se trouve, puisse avoir l'information et pas que, mais surtout de la bonne information. Ramatou Maïga, journaliste à Vortex Group. Toute information dépend des médias. Ça dépend de la manière dont le message est véhiculé. Donc, si eux, ils veulent que le message soit bien compris, ça sera le cas. Mais si ils ne veulent pas aussi, donc ça échoue aussi. Moi, je dirais que voilà, c'est quand même un couteau à double tranchant. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Les prochaines éditions pourront connaître une meilleure implication des autorités de l'État, puisque la transition en cours à l'heure du digital est nécessairement une transition qui passe par les médias, qui s'appuiera sur les médias. Le salon des médias qui s'est tenu du 7 au 10 juin à Bamako est à sa 2e édition. Il a regroupé des hommes des médias du Mali et ceux de la sous-région. Actualité hors de nos frontières au Sénégal. Cela fait à présent plus de 10 jours qu'Ousmane Sonko a été condamné. Le premier opposant du pays est toujours enfermé à son domicile de Dakaroua, dont les forces de l'ordre l'empêchent de sortir. Après les journées de manifestations et de violences qui ont suivi sa condamnation, la vie a progressivement repris son cours dans la capitale sénégalaise, qui semble avoir retrouvé un quotidien normal. Une accalmie nécessaire, mais qui ne pourra pas durer éternellement. Les Sénégalais restent suspendus aux suites de la crise politique profonde qui traverse le pays.
Au Bénin, le recrutement exceptionnel de 5000 jeunes béninois par l'armée annoncé par le gouvernement en avril dernier a démarré. Depuis 2021, le Bénin fait face à des attaques des groupes armés. Ce recrutement entre dans le cadre du plan de riposte. Les nouvelles recrues vont compléter le déploiement anti-incursion terroriste qui mobilise déjà plus de 2000 hommes. Au Soudan, bien sûr, pour terminer, fin de la trêve et reprise des affrontements entre généraux rivaux. Les combats ont repris hier dimanche à Khartoum, la capitale du Soudan, peu après l'expiration d'une trêve de 24 heures qui ont donné aux habitants un court répit. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Combien sommes-nous à décrocher tous les appels téléphoniques que nous recevons? Certainement pas nombreux, surtout quand il s'agit de numéros inconnus, car sur ce cas, on devient plus méfiant. Certains évoquent des raisons de sécurité ou de protection pour justifier ce comportement, mais le refus de répondre à un appel peut faire perdre parfois des opportunités liées notamment à l'emploi, comme ce fut le cas de certains jeunes qui témoignent dans le grand format de ce lundi en rediffusion, consacré donc au phénomène. Il est signé Bourama Traoré. Sur le répondeur, veuillez laisser votre message. Un appareil téléphonique qui sonne jusqu'au répondeur. Pourtant, le téléphone est bien dans la main de son propriétaire, Youssoufou Koulibaly. Ce responsable d'une structure sanitaire jette juste un petit coup d'œil sur l'écran pour voir le numéro qui est affiché, mais pas question de le décrocher. Même si, reconnaît-il, les appels sont faits pour y répondre. Normalement, toute personne qui appelle, vous devez décrocher parce que vous ne savez pas qui est au bout. Mais si c'est des gens que vous connaissez, dont les noms sont inscrits sur votre répertoire et qui pensent qui vous harcèlent par rapport à certaines informations, il y a des harcèlements par rapport à d'autres choses, par exemple des gens qui demandent beaucoup d'argent. Il y a tout ça qui peut faire en sorte que parfois, on peut ne pas décrocher l'appel parce qu'on sait déjà ce que la personne va nous dire. Chez Awa Diallo, c'est tout le contraire. Pour elle, répondre aux appels est une obligation. Dans un pays à forte dominance sociale, dit-elle, le refus de décrocher le téléphone peut coûter parfois très cher. Je décroche mon téléphone chaque fois qu'on m'appelle, quelle que soit l'heure, parce qu'il peut y avoir des urgences. En refusant de répondre aux appels, on ne le saurait jamais. Vous ne verrez jamais un appel en absence sur mon téléphone. Sur les traces d'Awa Diallo, Aminata Diarra, cette responsable d'association, se dit convaincue de la portée sociale du petit appareil, dont celle est relative au rapprochement. Pour elle, les appels ne doivent pas avoir de visage. Jamais, même si je ne connais pas la personne. Parce que déjà, je suis dans une association. Tout le monde peut avoir besoin de moi. Je ne vois pas une raison de refuser de prendre le téléphone de quelqu'un, même si tu ne connais pas la personne. C'est vrai et c'est presque partagé. Certains appels téléphoniques tombent au mauvais moment et au mauvais endroit. Y répondre dans l'immédiat devient à la limite impossible. Moussa Diakité, consultant, a trouvé une formule comme beaucoup d'ailleurs. Moi, en général, même quand je ne prends pas d'appel, quand je suis libre et que mon esprit est clair, le plus souvent, je rappelle les numéros qui m'avaient appelé dont je n'avais pas pris l'appel. Le plus souvent, je rappelle. Rappel bien sûr, quand il s'agit d'un numéro répertorié, précise le quinquagénaire, sans quoi c'est le silence radio, car, conclut-il, les numéros inconnus sont à éviter par mesure de sécurité. Oui, pour ne pas mentir, j'ai du mal à prendre les numéros que je ne connais pas. Ça arrive, j'ai du mal à prendre les numéros que je ne connais pas. Mais si la personne suit avec un texto pour dire c'est tel, j'ai besoin de tel, je rappelle. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, c'est juste une manière de se protéger. C'est par souci également de se protéger qu'Abdoulaye Diko refusait les appels inconnus, une attitude qui se conjugue désormais au passé, non pas sans raison. J'ai été vraiment victime d'une situation pas tellement commode parce que une fois j'ai refusé de prendre un appel qui était vraiment important pour moi, sans le savoir parce que j'avais postulé pour des postes auparavant. Quand j'ai fini avec les études, et là donc il y avait un employeur qui voulait me contacter, mais malheureusement, je n'ai pas eu le poste parce que je n'ai pas pu prendre l'appel.
où je n'ai pas voulu du tout prendre l'appel. Lui aussi a bien compris la leçon. Souleymane Cissé répond aujourd'hui à tous les appels, numéros répertoriés ou inconnus. Son refus de prendre un appel lui a fermé pour longtemps les portes de l'emploi. J'avais postulé pour un emploi dans une structure. Les responsables de la dite structure ont tenté de m'appeler plusieurs fois pour m'annoncer que j'ai été retenu. Comme c'était un numéro inconnu, je n'ai pas voulu décrocher. Je me suis plutôt déplacé pour aller vérifier. Sur place, on m'a fait savoir que peut-être je n'étais plus intéressé par le poste du fait que je n'ai pas répondu aux nombreux appels. Finalement, j'ai été remplacé par quelqu'un d'autre. Si refuser de répondre à un appel n'est pas sans conséquence, éteindre son téléphone en est encore plus. Aminata Diarra, victime de cette pratique, a de quoi raconter. Cela m'est arrivé une fois. J'avais l'habitude d'éteindre mon téléphone quand je me couchais. Vers 2 heures du matin, mon oncle est décédé. On a essayé de me joindre sans succès. Le lendemain, j'ai rallumé le téléphone. J'ai vu plusieurs appels en absence, dont celui de mon père. Quand je l'ai rappelé, il m'a annoncé le décès de mon oncle et m'a conseillé de ne jamais éteindre mon téléphone. Par définition, le téléphone est un outil de communication et de rapprochement des individus. Si cela est connu et compris, doit-on continuer à l'éteindre ou refuser de décrocher comme les victimes de la pratique? Chacun de nous a certainement la réponse. Vous êtes sur le répondeur, veuillez laisser votre message après le bip sonore. Cette heure passée de 21 minutes. Avec moi dans ce studio, Fotigui Tunkara pour la page sport. Bonjour Fotigui. Bonjour Fouseni Tunkara, bonjour à tous. Championnat national de la Ligue 1 malienne de football, la 24e journée a donné son coup d'envoi hier. Oui, avec notamment 4 matchs sur 5, avec le report de celui qui devait opposer le Djilwa AC à l'AS Bakardiani Barawili au stade Amarindao de Ségou. Match reporté à une date ultérieure pour raison d'indisponibilité du stade Amarindao de Ségou. Hier, le LCBA a lourdement chuté devant a fait 3-0. L'US Bougouni a dominé l'AS Police 2-1. Le Sekita a disposé du COB 2-1 également. Il est tombé devant Binga FC 2-0. Suite et fin donc de cette 24e journée mardi avec leur rencontre au stade Malais de Bamako, Black Star de Badalabougou à Koulikoro, 11 créateurs ASCO au terrain de l'Asiral à Djikroni et Isface Asiral, c'est à Boukouni. La liste des Aigles devant affronter le Congo-Brazzaville dimanche au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 sera officiellement publiée aujourd'hui. Oui, ce sera au cours d'une conférence de presse qui sera animée par le sélectionneur national des Aigles du Mali, Eric Chekouchel, ce lundi à partir de 13h au siège de la FEMA Foot. Conférence de presse à laquelle le comité exécutif de la Fédération malienne de football invite d'ailleurs à travers un communiqué la presse nationale et internationale pour ce qui ne sera que d'usage puisque l'équipe presque au grand complet est en rassemblement ici à Bamako depuis vendredi. Seulement 3 joueurs convoqués manquent à l'effectif devant effectuer le déplacement sur le Congo-Brazzaville. Le déplacement donc du Congo-Brazzaville pour affronter dimanche les Diables Rouges au compte de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour rappel, à l'aller au compte de la première journée en juin 2022, le Mali a battu le Congo par le score de 4-0. Tunkara, d'une sélection à une autre, je signale au passage que l'équipe nationale U23 du Mali s'envole ce soir en direction de Casablanca au Maroc pour un stage bloqué de 10 jours au cours duquel l'équipe jouera des matchs amicaux avec Alou Badra Conti, le sélectionneur et ses poulets. Prépare donc la phase finale de la CAN U23 prévue du 24 juin au 8 juillet prochain au Maroc. Je rappelle que le Mali est dans le groupe B basé à Tanger en compagnie de l'Égypte, du Niger et du Gabon et ressuscité par la CAF au détriment du Cameroun, un moment qualifié sur tapis vert mais qui est finalement débouté. Ligue des champions d'Afrique de football, l'édition 2022-2023 a connu son épilogue hier. Oui, avec notamment le sacre du national Al-Ahly d'Égypte. En finale retour de la Ligue des champions d'Afrique hier au stade Mohamed V du Maroc. Al-Ahly d'Égypte a accroché un but partout les Wydad d'Acer de Casablanca pour décrocher les titres de champion d'Afrique. C'est là grâce à sa victoire à l'aller 2-1. Pourtant, ce sont donc les Marocains qui avaient pourtant bien entamé cette finale et retour avec l'ouverture du score dès la 27e minute de jeu par Yahya Atiat Allah. L'égalisation égyptienne est intervenue à la 78e minute de jeu par Mohamed Adel Mounem. Avec ce nul cumulé à sa victoire de l'aller, Al-Ahly remporte ainsi son 11e
trophée. En Ligue des champions d'Afrique, le 3e de notre compatriote Alou Dieng après 2020 et 2021. Il est et reste pour l'instant le seul joueur malien à l'avoir gagné 3 fois parmi les 4 autres vainqueurs de la Ligue des champions d'Afrique. Il s'agit d'Idrissa Koulibaly avec l'Espérance de Tunis en 2011, Adama Traoré, Malouda, Salfou Koulibaly et Bouakar Diarra avec le TP Mazembe en 2015. Coupe du monde des juniors Argentine 2023, la compétition s'est terminée en apothéose hier. Naturellement, pour l'Uruguay, championne du monde des moins de 20 ans, en finale disputée hier au stade de Diego Maradona à La Plata en Argentine, l'Uruguay a battu l'Italie par le score d'1-0, but inscrit à la 86e minute de jeu par Luciano Rodriguez qui a profité d'un cafouillage dans la surface de réparation pour envoyer les ballons au fond des filets italiens d'une tête à bout portant. Le but a été validé par la VAR après quelques minutes d'incertitude. Finaliste en 1997 et en 2013, l'Uruguay remporte ainsi sa première Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le podium a été complété par l'Israël, vainqueur 3-1 de la Corée du Sud en match de classement. Merci beaucoup Fotigi Tunkara pour tous ces détails. Cette heure passée de 25 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. La mise en onde a été assurée par Alou Koulibaly. Aziz Koulibaly assure la mise en ligne en une édition coordonnée par Ousmane Daou. Excellente semaine à vous. Prenez bien soin de vous. À plus.